Bienvenue dans Santé Organisée, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la santé au quotidien. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons recevoir des invités d'exception et découvrir toutes celles et ceux qui font la santé aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on reçoit Léa Pateras-Pescara, docteur en pharmacie, maman de 3 filles, entrepreneur, créatrice du compte Les Conseils Pharma de Léa sur les réseaux et autrice du Grand Guide pour comprendre, préserver et optimiser sa santé au naturel. Après avoir travaillé pendant des années en officine, Léa s'est lancée sur les réseaux en 2018 pour partager ses connaissances au-delà du comptoir. Et aujourd'hui, elle est suivie par des centaines de milliers de personnes. En soi, sur le papier, j'avais un parcours, on va dire, exemplaire, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Même moi, je savais plus trop qui j'étais à ce moment-là. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai cette liberté de pouvoir organiser mon temps comme je le souhaite. L'idée m'est venue parce que j'étais tout le temps confrontée au comptoir à plein de questions, souvent les mêmes. J'aime l'interaction avec les gens, j'aime le fait de pouvoir transmettre. Je pense que la société a évolué parce qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui aujourd'hui se séparent du père de leurs enfants. Finalement, moi, j'avais un idéal de vie qui était de faire ma vie avec le père de mes enfants, d'être une famille unie. Et j'ai mis longtemps à accepter le fait que ça n'était plus. Quand il était 18h et que je me disais j'ai encore 2 heures à tenir derrière le comptoir à servir 40 patients, franchement, c'est un métier qui est passionnant. J'ai énormément appris, mais qui te vide. Elle va nous parler de son parcours, de maternité, de la charge mentale, de la santé des familles et des réseaux sociaux, bien évidemment. Léa, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pour démarrer, j'aimerais parler un peu de ton parcours. Donc, tu es docteur en pharmacie de formation. D'où elle est venue cette envie de se lancer dans les études pharma ? Alors, c'est tout simplement parce que l'histoire est assez simple. J'étais chez un ami dont la sœur faisait pharmacie et j'ai vu chez lui, donc chez elle aussi, ses classeurs de cours. Et là, j'ai trop aimé ce que j'ai lu. En fait, ça m'a donné envie d'apprendre ce que je lisais. Donc, c'était pas vraiment par passion du métier, parce que le métier de pharmacien en soi ne m'a pas inspirée. J'avais plutôt envie, quand j'étais très jeune, d'être vétérinaire. Mais les études m'ont attirée. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite en pharma. Et en cours d'études, tu t'es orientée vers l'officine. Pourquoi ? Oui, alors ça a coulé de source en fait. C'était la filière qui me correspondait le plus. J'aime l'interaction avec les gens. J'aime le fait de pouvoir transmettre. Là, en l'occurrence, c'était des conseils à l'officine. Avoir ce rôle de proximité avec la clientèle et avec les patients, c'est ce qui me donnait envie. Et en plus, du coup, tu as travaillé ensuite en officine pendant quelques années. Tu t'es lancée sur les réseaux, il me semble, en 2018. Comment t'en es arrivée à cette idée ? Enfin, je veux dire, quand on est à l'officine, les réseaux sociaux, ça vient pas forcément naturellement. Oui, surtout, et en plus, à l'époque, en 2018, il y avait, les comptes santé n'existaient pas. Sur Instagram, il y avait, je pense, un médecin généraliste qui faisait du contenu santé, un kiné, je crois que c'était Major Mouvement. Et en fait, l'idée m'est venue parce que j'étais tout le temps confrontée au comptoir à plein de questions, souvent les mêmes, et même dans mon entourage. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais... finalement, ce serait hyper intéressant de pouvoir créer des contenus. Pourquoi pas utiliser un réseau social, puisque finalement tout le monde est sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était plus Facebook, c'était le début d'Instagram. Et je me suis dit, c'est un des meilleurs moyens finalement pour essayer de pouvoir transmettre mes conseils au-delà du comptoir et pouvoir rayonner de manière plus importante, pour pouvoir aider plus de personnes. On va revenir un petit peu sur les réseaux plus tard, parce que là, au final, on sent que les réseaux sociaux, pour toi en tout cas, c'est devenu un peu une autre façon d'exercer ton métier, parce que tu continues au final à appliquer ce que tu as appris pendant tes études et à donner des conseils, mais peut-être à un plus grand nombre. C'est un peu l'avantage des réseaux aussi. Est-ce que tu peux dire que ça t'a permis aussi aujourd'hui d'être un peu plus présente pour tes filles ? Alors oui, c'est sûr que quand je travaillais à l'officine, donc j'étais à plein temps, c'est une organisation de vie qui est plus compliquée, dans le sens où c'est des horaires d'un commerce, hein, donc je travaillais les samedis, je travaillais un samedi sur 2. Voilà, tu as la contrainte vraiment de ne pas pouvoir être en retard. Quand j'étais seul pharmacien à l'officine, j'étais dans une grosse pharmacie, donc en général, j'étais au moins 2 pharmaciens. Mais c'est vrai que tu as des responsabilités du commerce, liées au commerce, qui fait que c'est inflexible. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai cette liberté de pouvoir organiser mon temps comme je le souhaite, excepté quand j'anime des formations, parce que là aussi, c'est des horaires fixes, 9h, 17h. Mais c'est quand même beaucoup plus cool sur ce point-là, ça c'est sûr. Donc on va continuer un peu sur la parentalité.
Aujourd'hui, tu es maman de 3 enfants. Tu as traversé une séparation que pas mal de personnes ont suivie sur tes réseaux aussi. Comment tu l'as vécu, le fait d'exposer en fait ta vie privée? Parce que parfois on a tendance à exposer les bons moments sur les réseaux, mais là pour le coup, c'est un peu moins positif. Tu l'as vécu comment cette exposition de quelque chose d'intime? Alors, déjà au départ, je me suis posé la question, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Mais le problème, c'est que j'ai toujours effectivement un peu partagé de mon quotidien, sans raconter ma vie, mais j'ai toujours mis des petites images. En plus, j'ai quand même des jumelles et une première petite fille, donc j'avais 3 petites filles. Il y avait des moments tellement rigolos aussi avec les jumelles quand elles étaient petites. J'ai toujours partagé ces petits moments de vie. Et c'est vrai que quand j'ai déménagé, surtout, c'est là où tout mon environnement a changé. Parce que j'habitais plutôt dans une grande maison avec beaucoup d'extérieur et je me suis retrouvée dans des conditions de vie complètement différentes. Donc là, c'était très compliqué pour moi, vu que j'étais perdue, parce que tout change d'un coup, et j'avais du mal à savoir qui j'étais. Enfin, j'avais l'impression de ne plus être alignée avec ce que je communiquais à ma communauté sur les réseaux, parce que même moi, je ne savais plus trop qui j'étais à ce moment-là. Donc, pour essayer de rester le plus alignée possible, je me suis dit, il faut quand même que j'en parle, pour moi aussi relâcher la pression, parce que j'avais forcément des questions. On ne te voit plus dans ta belle maison. C'est pas forcément des questions méchantes, mais c'est des questions qui te renvoient qu'effectivement, tu n'as plus ta vie de famille comme avant. Tu es dans une reconstruction. Donc, en fait, j'ai décidé d'en parler pour pouvoir continuer d'être à l'aise dans mes vidéos et pour relâcher finalement la pression. Je l'ai aussi fait pour moi. Et du coup, ta communauté, elle a réagi. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as eu plus de messages de soutien, ou est-ce que tu as ressenti aussi un peu peut-être ce jugement qu'on peut parfois porter sur la vie des autres? J'ai vraiment ressenti plutôt du soutien. J'ai jamais ressenti de jugement de la part de ma communauté. Je pense qu'elle est plutôt bienveillante, étant donné que mon compte, c'est avant tout un compte où on vient chercher des conseils. Je pense pas que ça a attiré beaucoup de haters, ou du moins très très peu. Enfin, je les compte sur les doigts d'une main. Donc vraiment plutôt de la bienveillance. Ça m'a finalement plus apporté de le partager plutôt que de ne rien dire. Et est-ce que tu penses que de façon générale, sans parler que de ta communauté, mais de façon très globale, le regard de la société, il a évolué sur les mères séparées, ou parfois on a tendance à les classer dans des cases Je pense que la société a évolué parce qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui aujourd'hui se séparent du père de leurs enfants. Moi, en tout cas, moi avec moi-même, je pense que la personne la plus dure, ça a été moi-même. Avec la situation. Parce que finalement, moi, j'avais un idéal de vie qui était de faire ma vie avec le père de mes enfants, d'être une famille unie. Et j'ai mis longtemps à accepter le fait que ça n'était plus. Et aussi par ma décision, parce qu'on est 2 à prendre ce genre de décision. Et que j'ai mis pas mal de temps à assumer le fait de ne plus vouloir être dans ce contexte de vie. Donc la personne la plus dure, je pense, c'était moi avec moi-même. Mais j'ai appris à être plus douce et à accepter finalement que parfois il faut prendre ce genre de décision pour être mieux, pour pouvoir plus s'épanouir aussi sur d'autres choses. Avec une séparation, on a forcément un quotidien qui change, c'est toute une autre organisation, surtout avec 3 enfants. Est-ce que tu as ressenti un peu plus de pression en étant du coup forcément maman séparée que quand tu es dans un couple? Alors, c'est à double tranchant. Je vais parler d'abord du positif. Clairement, le jour où je me suis séparée et qu'on a commencé à s'alterner avec les enfants, au début, ça a été une bouffée d'oxygène. Mais vraiment. C'est-à-dire que la première semaine où je me suis retrouvée sans mes filles, pendant une semaine, j'avais l'impression d'être au Club Med. Alors que je travaillais toujours, le même rythme. Mais vraiment, je pense que quand tu es dans le couple, alors peut-être c'est pas le cas de toutes les familles, mais en tout cas, peut-être moi, c'était le cas. Quand tu es en couple avec le père de tes enfants et que tu as une maison, ton travail, en fait, je me rends compte que j'absorbais beaucoup de choses supplémentaires, c'est-à-dire les repas pour les enfants, les courses, le ménage à la maison, toute cette charge, plus les enfants, plus mon travail. Le jour où je me suis séparée, en fait, déjà, la charge, elle est quand même divisée par 2. Et en fait, après, finalement, le papa a pris aussi sa part de responsabilité de manière plus importante. Donc,
je trouve qu'en termes d'organisation de vie, c'est moins lourd aujourd'hui que ce que ça l'était avant, alors que oui, une semaine sur 2, j'ai mes filles à plein temps. Mais j'ai l'avantage aussi maintenant de pouvoir gérer mon temps comme je le veux. Oui. Si j'avais dû avoir mes filles à plein temps, une semaine sur 2, et que je travaillais toujours en officine, à plein temps, franchement, j'aurais été forcée d'avoir des nounous ou de prendre des aides. Alors qu'aujourd'hui, la semaine où j'ai mes filles, je les assume totalement, je les amène à l'école, je vais les chercher à l'école, il n'y a pas de garde supplémentaire. Et moi, ça me rend très heureuse de pouvoir leur accorder tout ce temps quand je suis avec elles, une semaine sur 2. Du coup, tu trouves que naturellement, quand on est dans un cadre familial un peu typique, on va dire, l'image qu'on a, c'est-à-dire un couple avec des enfants qui vit ensemble, naturellement, la charge mentale est beaucoup plus sur la femme. Oui, moi, je trouve. Parce que, enfin, en tout cas, pour les femmes qui sont comme moi, qui ont quand même pas mal d'entrain, qui aiment entretenir la vie sociale, qui veulent avoir une maison bien rangée, accueillante, en fait, on prend les devants. Et c'est un peu de notre faute aussi, parce qu'on a toujours eu ce modèle-là. Enfin, personnellement, moi, j'ai vu ce modèle-là chez ma maman. Donc, j'ai voulu reproduire la même chose de manière inconsciente. Et finalement, l'homme se repose sur nous. Mais peut-être que l'homme le fait de manière inconsciente. Peut-être que si j'avais été différente, il aurait tout de suite pris plus de responsabilités dans la maison. Mais en fait, du coup, effectivement, moi, j'avais le sentiment d'avoir plus de charges et que le jour où on s'est séparés, il s'est mis à faire des choses avec ses filles qu'il ne faisait pas avant. Oui, il n'avait plus le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, et pour le plus grand bonheur de mes filles, et pour son bonheur à lui, j'en suis certaine. Après, je ne veux pas parler en son nom, il n'est pas là, il n'est pas là pour le dire. Donc, mais effectivement, je pense que c'est le cas. Oui, c'est sûr. Et puis, du coup, aujourd'hui, comment tu gères la charge mentale au quotidien? Parce que, ok, tu peux gérer ton temps, mais tu restes entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est quand même un autre type de charge mentale que quand on est salarié avec des heures précises. Tu restes maman de 3 enfants, même si c'est une semaine sur 2. La semaine où tu les as pas, tu as quand même la charge mentale de la gestion. Comment tu le vis, ça, aujourd'hui? Alors, franchement, je le vis bien parce que je pense que je me sens très épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. Avant, quand j'étais en pharma, je ressentais beaucoup de charges parce que je pense que j'étais pas pleinement épanouie. D'ailleurs, c'est ce qui m'a menée aussi à créer du contenu. C'est quand j'étais salariée en pharmacie, j'avais le sentiment que quelque chose en moi n'était pas exploité. Alors que j'ai fait mon doctorat, enfin mes études, que je me suis spécialisée en nutrition fonctionnelle adaptative, donc tout ce qui est autour de la micronutrition. En soi, sur le papier, j'avais un parcours, on va dire, exemplaire, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc pendant longtemps, tu vois, j'ai cherché à qu'est-ce que je pourrais faire en plus. Donc j'ai même pensé à acheter une officine. Finalement, ça s'est pas fait. Puis après, j'ai été enceinte des jumelles. Et là, je me suis dit, une officine avec 3 bébés, parce que clairement, la première avait 1 an, c'est pas possible. Enfin, c'était pas réalisable, sachant que le père de mes enfants, lui, avait des restaurants, donc pas trop là non plus. En termes d'organisation de vie, je me suis dit, c'est mort. Oui. Donc, finalement, quand j'ai créé mon compte Instagram et que petit à petit, mon activité a évolué vers plus de création de contenu, vers l'écriture des livres, vers la formation, en fait, je me suis épanouie. Et donc, j'ai pas vécu ça comme ça y est, maintenant je suis auto-entrepreneur. Enfin, au début, j'étais auto-entrepreneur. Ça s'est fait de manière fluide. Et pour moi, quand tu te réalises quand tu trouves ta voie, les choses, ça se passe de manière fluide. Et les étoiles se sont alignées, quoi. Voilà. Alors qu'avant, tu vois, j'ai voulu créer une société de formation aussi. J'ai voulu acheter une pharmacie. Et quand j'ai voulu faire ça, je sentais que c'était compliqué pour moi. Et en fait, j'étais pas pleinement alignée avec ces projets-là. Et bizarrement, ils se sont pas faits. Alors que celui-là, je pense qu'il me correspondait et ça s'est fait, ça s'est aligné comme tu dis. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr que j'ai des responsabilités, j'ai certainement une charge de travail qui est importante, mais vu que ça me plaît, clairement, c'est horrible ce que je vais dire, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois. Enfin, oui, mais pourtant, on va préciser quand même, être influenceur, c'est un gros travail. Mais c'est énormément de travail. Mais je pense que, là, j'étais en vacances, j'étais trop contente de tout couper. Mais ça me paraît beaucoup plus fluide que quand j'étais en pharma salariée. C'est vrai que j'ai pour souvenir, à la fin d'une journée, quand il était 18h et que je me disais, j'ai encore 2 heures à tenir derrière le comptoir à servir 40 patients, parce que j'étais dans une pharmacie où il y avait un énorme débit. Franchement, c'est un métier qui est passionnant. J'ai énormément appris, mais qui te vide. Oui, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup d'énergie. Tu sais ce que c'est. Mais le fait, le fait d'être debout, ça, à la limite, tu t'habitues.
on s'habitue à tout. Mais le contact humain, comme ça, de manière très importante, parce que j'étais dans une pharmacie, je faisais moi toute seule par jour plus de 100 clients, 100 patients. Oui. Alors, je me permets de dire le terme client, je sais que c'est un peu entre deux, mais quand on a une personne qui rentre dans la pharmacie pour la para, qui vient acheter son gel douche et tout ça, j'appelle ça plutôt un client. Oui. Un patient, c'est quand il y avait le côté plutôt hors d'eau. Donc, j'emploie ces deux termes. Je sais que parfois, c'est un peu controversé, mais j'explique pourquoi j'emploie ces deux termes. Bon, du coup, tu l'as vécu, cette charge mentale, en fait, au final, qui est charge mentale naturelle par le fait d'avoir des enfants, un travail. Mais au final, donc, quand ça ne nous correspond pas trop, ça pèse plus. Est-ce que tu trouves que cette charge mentale pourrait aussi affecter la santé des femmes ? Donc, que ce soit la santé physique, mentale Ah, mais complètement. Franchement, ça, il n'y a pas de... La charge mentale, le stress au quotidien, ça épuise l'organisme. Ça épuise les réserves aussi bien émotionnelles que physiologiques. Donc oui, clairement, je pense que trop de charge mentale, au bout d'un moment, on peut arriver à un point de rupture. Donc c'est important de s'écouter. Moi-même, quand je me suis séparée, le choc émotionnel de la séparation, etc., a concouru au fait que j'ai fait une thyroïdite, une maladie auto-immune au niveau de la thyroïde, avec une thyroïde du coup qui s'auto-détruit. Et en fait, je me suis auto-détectée toute seule parce que j'ai des connaissances dans ce domaine-là. Je suis allée faire une prise de sang. J'avais une TSH à 16. J'étais complètement épuisée. J'avais été en hypothyroïdie totale. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas du tout minimiser l'impact d'une charge mentale importante sur la santé de la femme. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être compris, reconnu. Et après, je pense qu'on est tous acteurs de sa santé. On est tous responsables aussi, en tant que femme, de se dire, bon, là, j'en fais trop. Il faut que je m'écoute plus. Donc, c'est pas grave si la machine de ce soir, elle n'est pas faite et le linge n'est pas repassé. Tant pis, ça attendra ce week-end. Et peut-être que ça laissera aussi la place à l'autre de prendre plus ses responsabilités. Oui, l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Mais je pense que ça doit venir des deux personnes. Non, c'est sûr. C'est sûr. Après, si on se sent forcé, au final, ça crée plus de frustration qu'autre chose. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, la santé mentale, aujourd'hui, on en parle de plus en plus de cette charge mentale, que ce soit des femmes, aussi des hommes, dans certains domaines. Mais la santé mentale, c'est la grande cause nationale, d'ailleurs, pour la deuxième année consécutive. Donc, en espérant que ça fera bouger un peu plus les choses dans le bon sens. On va faire un petit focus sur tes réseaux, parce qu'on va y revenir. Aujourd'hui, quand on dit influenceuse santé, qu'est-ce que ça t'inspire ? Pas forcément quelque chose de positif. Okay. J'aime pas trop le terme influenceuse. Je préfère plus le terme créatrice de contenu. Mais après, je trouve que c'est créatrice de contenu santé. Je trouve ça plutôt valorisant parce que ça veut dire que tu es reconnue dans quelque chose que tu as entrepris et qui est du coup valorisé puisque les gens ont confiance en toi. À partir du moment où tu es influenceur, c'est que des personnes te suivent et ont confiance en toi. Donc moi, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de maintenir cette confiance que les abonnés ont envers moi. Donc tu fais vraiment cette différence entre influencer et informer. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme influencer, parce que effectivement, moi, c'est plus de l'information. Et même quand j'ai des collaborations commerciales, ça reste informatif. Oui, j'ai une collaboration, par exemple, avec un sérum autour de la vitamine C. J'aime bien expliquer à quoi ça sert la vitamine C, pourquoi ce produit-là est bien, parce qu'elle est stabilisée, parce qu'elle va pas s'oxyder, etc. Tout comme avec certains compléments alimentaires. Pourquoi je travaille avec telle marque de magnésium, parce que cette marque-là, c'est du magnésium bien assimilé. En fait, ça reste pour moi, même quand j'ai des collaborations, de l'information. Après, je pousse personne à acheter. D'ailleurs, il n'y a jamais de code promo, jamais d'affiliation sur mon compte parce que je pousse personne à la consommation. C'est juste, si vous devez choisir, vous avez des conseils qui vous permettent de faire un choix qui est plus éclairé. Donc aujourd'hui, tu vis 100% de tes réseaux. Est-ce que tu as ressenti peut-être à un moment donné des préjugés quand tu t'es lancée ? Parce qu'en plus, c'est un métier qui était quand même assez récent. Un préjugé un peu de ne plus exercer en officine, mais de gagner ta vie grâce en fait à des placements de produits, des collaborations commerciales. La personne la plus, on va dire, exigeante, c'était moi, avec moi-même.
parce que j'ai eu du mal à me dire que j'allais plus travailler en officine, à assumer ça. Sauf que d'une chose à une autre, les mois sont passés et effectivement, le travail s'est énormément développé dans la création de contenu, dans l'écriture du livre. Puis après, j'ai aussi basculé, tu sais, dans la formation. Donc, au début, ouais, j'ai eu du mal à lâcher. C'est pour ça que j'ai continué à faire quelques remplacements pour toujours maintenir un pied dans l'officine. Parce que je me disais, si je suis plus en officine, comment je vais pouvoir continuer à exister sur les réseaux sociaux puisque tous mes conseils passent par le côté pharma. Et finalement, avec le temps, j'ai réussi à me libérer de ça, puisqu'en fait, mes connaissances, je les ai. Je continue de me former pour rester à jour. Je me suis vraiment orientée dans ce que j'aime, c'est-à-dire plus ce qui est conseil autour de la nutrition fonctionnelle, la micronutrition, cette vision un petit peu plus holistique de la santé. Donc aujourd'hui, non, je suis OK avec ça, mais ça a pris du temps. Et oui, après, bien sûr, donc il y avait moi-même et il y avait aussi les autres. Ça m'a un peu moins... Si, quand même, ça m'a posé question de me dire, oui, je suis suivie par des pharmaciens, mais si je suis plus en officine. Mais de la part des pharmaciens, j'ai toujours ressenti quand même beaucoup de soutien. Là, dernièrement, j'ai été à un séminaire, j'ai été invitée par des pharmaciens pour animer une conférence à un séminaire. Et il y a plein de pharmaciens avec qui j'ai échangé, qui m'ont dit, ah, on suit ton compte, on aime beaucoup. Donc, visiblement, tout va bien de ce côté-là. Bah, tant mieux. Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, quand même, oui, mais être influenceur, c'est facile, ou lancer un compte sur les réseaux sociaux, c'est facile. Est-ce que toi, même si les étoiles se sont alignées, est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais que c'est facile de gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux ? Non, c'est absolument pas quelque chose de facile. Et puis souvent, vous allez vous mettre à suivre quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, mais vous n'avez pas vu le moment où il n'en avait pas, où il a travaillé dur pour en avoir. Quand on consomme du contenu sur les réseaux, on arrive sur un compte, on se dit, ah tiens, lui, il est suivi par, 30 000 personnes. Ah ouais, c'est bien ce qu'il fait. Mais vous n'avez pas vu toute cette phase où il était invisible, où il a travaillé, produit, et tous ces posts où potentiellement, parfois, il y en a qui échouent, qui ne percent jamais. Et en fait, c'est énormément de temps. Énormément, parce que même une vidéo de 1 minute 30, on ne dirait pas comme ça. Mais si vous êtes seul, ça peut prendre énormément de temps. Le temps de trouver le bon cadre, d'enregistrer, de faire le montage de la vidéo, de savoir ce que tu vas dire, tout ça, ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que moi, la clé pour ne pas arriver à l'épuisement, ça a été de déléguer. Il y a un moment donné, il faut savoir déléguer si on veut pouvoir perdurer sur les réseaux sociaux. Ça, vraiment, j'en suis absolument certaine. Et c'est la meilleure chose que j'ai faite de déléguer, puisque ça a amélioré ma qualité de vie, surtout dans la période où justement j'en avais besoin, c'est-à-dire au moment de la séparation, où j'ai senti que là, c'était trop en fait. Donc à ce moment-là, j'ai délégué et ça a été la clé. Oui, puis pour déléguer, il faut quand même aussi arriver à un certain niveau déjà des réseaux sociaux, ce qui n'est pas évident, précisons-le. Oui, mais voilà, moi j'ai eu une période, pendant 1 an et demi, j'ai créé du contenu. Je travaillais en officine à côté, à plein temps, et j'avais mes 3 petites filles. Donc toute cette période-là, il y avait quelques personnes qui me suivaient, quelques centaines de personnes qui me suivaient, pas énormément. Et c'est une période j'ai eu une idée un peu précurseur à laquelle j'ai cru, sans pouvoir me projeter dans rien, puisque tout ce que je fais aujourd'hui, c'était un métier qui n'existait pas en 2018. C'est-à-dire que tout s'est construit en même temps que j'ai avancé sur les réseaux. Donc oui, je ne vais pas dire que c'est quelque chose de facile. Maintenant, c'est comme quand on court un marathon, quand on sait qu'on... moi, j'étais convaincue d'avoir eu une bonne idée, mais je n'avais pas fait de business plan, j'avais rien prévu, mais je savais que j'avais une bonne idée, et je savais que je ne lâcherais pas tant qu'il ne se sera pas passé quelque chose d'intéressant. Et finalement, ce quelque chose est arrivé au bon moment, et de fil en aiguille, j'en suis là aujourd'hui. Oui, en plus de ça, c'est bien de préciser que les professionnels de santé, c'est des professions réglementées. Donc, c'est pas comme dans une influence lifestyle où on peut faire des collaborations avec un peu toutes les marques qu'on voit passer. Toi, tu vis de tes réseaux. Tu peux, je pense, témoigner du fait que c'est pas facile de trouver aujourd'hui des collaborations commerciales en étant un professionnel de santé, parce qu'il y a tout un cadre à respecter. Oui.
et pouvoir gagner ta vie 100% à partir de là. Ah oui, et clairement, il y a des règles déontologiques et il faut savoir qu'un pharmacien d'officine qui se met à créer du contenu, il est aussi soumis à ces règles déontologiques dans les contenus qu'il va produire. Par exemple, si tu prends un complément alimentaire, ce complément alimentaire contient, je sais pas, un peu de vitamine C, un peu de magnésium. Si tu dis alors, et que par exemple, dans ce complément, tu vas avoir, je sais pas, 30 mg de magnésium, ce qui est une dose très faible. Et tu dis, ah bah ce complément contient du magnésium et ça permet de réduire la fatigue. Bah en fait, non. Ton complément, il a 30 mg de magnésium, il n'a pas l'allégation. À cette dose, il n'y a pas l'allégation possible. Donc en fait, il faut être très vigilant quand on est professionnel de santé à ce qu'on dit sur les réseaux, parce qu'on engage notre responsabilité et on est soumis aussi aux règles déontologiques, même sur des contenus. Donc ça exige de la rigueur, de l'éthique, autant que dans une pharmacie en fait. Et encore plus parce que une vidéo, un conseil que vous allez donner au comptoir, c'est du B2B. La personne est partie. Le conseil que vous avez donné, même s'il n'était pas extrêmement légal dans le propos que vous avez employé, le terme, le mot, c'est pas grave, entre guillemets. Mais quand vous êtes sur une vidéo qui est filmée et qui reste, on peut toujours venir vous le reprocher de ce que vous avez dit. Donc, je veux dire, là, l'engagement, il est tout aussi fort vis-à-vis du patient, bien sûr, mais il faut être extrêmement vigilant parce que les contenus restent dans le temps et s'ils ne sont pas corrects, si l'information est fausse, c'est hyper problématique. Donc, il faut être très vigilant sur ça. Bon, depuis 2018, il y a quand même beaucoup de comptes qui se sont créés dans plein d'autres spécialités, dont il y a d'autres pharmaciens aussi aujourd'hui sur les réseaux. Mais si on prend de façon générale le fait qu'il y ait beaucoup plus aujourd'hui d'influence, je vais employer ce terme, mais d'influence santé, toi, tu le vois comment ? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on ait autant d'offres, ou est-ce qu'au final, parfois, on peut avoir beaucoup trop de choses qui se contredisent, même parfois ? C'est dur de faire le tri. Alors oui, c'est sûr que ça peut être difficile de faire le tri. Après, je trouve que quand même, c'est une bonne chose qu'il y ait plus d'informations santé disponibles gratuitement, comme ça, parce que l'accès aux soins, on va pas se mentir, il est de plus en plus compliqué. Et je trouve ça plutôt bien que des professionnels comme des gynécologues, des ophtalmos, des dentistes fassent de la prévention santé. Là où vraiment il faut agir, je pense, là où on peut agir, du moins grâce au contenu, c'est dans la prévention. Donc je trouve ça génial que d'autres professionnels se lancent. Et en plus de ça, en tant que pharmacien, par exemple, il y a tellement de manières de communiquer son métier. Moi, par exemple, c'était plus ma passion pour tout ce qui est micronutrition, et mon compte est très orienté là-dessus, parce que vraiment, c'est une discipline et c'est des outils que je trouve hyper intéressants aujourd'hui en prévention santé, justement. Mais il y a d'autres pharmaciens qui vont être beaucoup plus spécialisés autour de la pharmacologie, des médicaments. Il y en a d'autres qui sont plus orientés, des comptes plus politiques pour expliquer les enjeux du métier. Donc je pense qu'il y a plein de manières de communiquer. Moi, j'ai pris une voie qui me correspond, mais on est tous différents. Donc non, moi, je suis plutôt pour. Par contre, ce que je trouverais très important, et surtout dans le côté pharma, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de textes qui ont été rédigés comme ça a pu être le cas chez les dentistes ou chez les médecins, tout simplement, qui encadrent vraiment ce que le pharmacien a le droit de faire, pas faire, et c'est flou. Une espèce de charte. Oui, une espèce de charte, voilà. Et ça, il serait temps qu'il y en ait une pour qu'on sache précisément qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Bien sûr qu'il y a quelques articles de loi auxquels on est soumis, mais ça reste très flou. Et d'ailleurs, petit appel, s'ils veulent qu'on travaille ensemble sur ce projet, je serais ravie d'échanger avec eux. Vous avez entendu le message. Avis pour le conseil des pharmaciens. Voilà, de l'ordre des pharmaciens. Oui. En plus de tout ça, des réseaux sociaux, tu as écrit 2 ouvrages, le Grand Guide et le coffret de santé naturelle. Que j'ai oublié. Ils sont là. Regardez, on vous les met sur l'écran. Dans lesquels tu partages une tonne de conseils, que ce soit santé naturelle, bien-être, pour un peu toute la famille. Donc on va parler un peu de la prise en charge de la santé en famille, avec les enfants, etc. Est-ce que aujourd'hui les habitudes de soins des familles ont changé ces dernières années? Est-ce que tu vois des habitudes évoluer? J'ai l'impression quand même qu'on est un petit peu plus conscient de l'importance de la bonne santé. J'ai l'impression que ça, c'est un peu plus ancré, surtout dans les familles, je veux dire les mamans qui vont avoir envie de bien faire pour leurs enfants et du coup
qui aussi se soucient peut-être plus de leur santé. Ça, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une évolution à ce niveau-là. D'ailleurs, on le voit via la consommation des compléments alimentaires qui a quand même énormément augmenté. Les gens se tournent vers les compléments alimentaires aussi depuis la crise du Covid, parce qu'on a bien vu qu'il y a une différence de terrain. On peut avoir 2 personnes qui ont le même âge, même profil. Il y en a une qui fait une forme grave de Covid et l'autre non. Donc ça montre bien aujourd'hui qu'il y a un terrain qui peut être différent, une génétique, mais aussi une notion, là que je vais aborder, mais une notion un peu d'épigénétique, c'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que 95% de nos gènes qui vont s'exprimer dépendent de l'influence que l'environnement a sur nous. Donc, tout ce que vous allez faire dans votre vie, la manière dont vous allez manger, la manière dont vous allez, si vous faites une activité physique ou pas, la charge mentale, si vous avez une vie de famille épanouie, si vous êtes plus frustré, si vous n'avez pas trouvé votre voie, tout ça va impacter l'expression de vos gènes et votre santé. Et en fait, c'est là où on peut voir justement l'importance de pouvoir mettre en place des choses dans son quotidien pour prendre soin de soi. Et ça, moi, c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui. Personne ne fait parfaitement tous les jours, mais si vous arrivez à intégrer de manière régulière des nouvelles routines pour prendre soin de vous, c'est bénéfique pour la santé à long terme, parce qu'on est justement dans la prévention. Moi, je suis plus dans une médecine de la santé qu'une médecine de la maladie. On va dire aujourd'hui, le corps médical soigne les maladies, mais on n'est pas encore vraiment dans la prévention. Je te donne un exemple. Tu vois, quand on parle de diabète, aujourd'hui, l'insuline... Il y a de plus en plus de personnes diabétiques, notamment diabétiques de type 2, et l'insulinorésistance est en pleine expansion. L'insulinorésistance, avant de devenir diabétique, on est insulinorésistant à peu près pendant 10 à 15 ans. Il y a un test très simple qu'on peut faire, il faut juste la glycémie à jeun et l'insulinémie à jeun pour faire ce qu'on appelle l'indice OMA. Ça ne coûte pas très cher. Ça permet de détecter l'insulinorésistance. Aujourd'hui, ce test qui devrait être fait chez toutes les personnes, par exemple, qui ont un tour de taille élevé, qui vaut très peu cher, ça devrait être obligatoire, ça devrait être recommandé en fait. Et ça permettrait de détecter ces personnes qui sont insulinorésistants et qui, s'ils continuent comme ça, vont devenir diabétiques. Et tu vois, je trouve ça hyper dommage que ce genre de test ne soit pas recommandé officiellement. De dépistage, voilà. Parce que c'est comme un diabète de type 2, quand tu n'es pas encore dans la phase clinique, ça passe complètement inaperçu. À moins d'aller faire une glycémie à jeun et de voir qu'elle est supérieure à 1,26 g par litre. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire en prévention santé. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, tu trouves on va encore trop vite vers le médicament quand on est malade ? C'est le réflexe de tous. Notamment le fameux Doliprane. Oui. Et puis, j'ai ça, mais même l'attitude des Français via la consommation de compléments alimentaires, c'est « j'ai tel problème, je veux un complément pour ça ». Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ça qui dessert à la micronutrition, notamment dans les médias. C'est que le complément alimentaire prend une place qu'il ne devrait pas avoir. Quand tu fais de la nutrition fonctionnelle adaptative ou de la santé intégrative, comme il existe des médecins fonctionnels, en fait, c'est une médecine qui prend en compte l'environnement de la personne, qui prend en compte son alimentation, qui prend en compte, quand je dis l'environnement, c'est la manière dont il vit, le métier qu'il fait, s'il est exposé ou pas, plus ou moins, par exemple, à des perturbateurs, s'il est très stressé, c'est tout cet environnement physico-chimique, microbiologique, etc. La nutrition, et donc la base, ça reste quand même ça, lever les contraintes sur l'environnement, donner les bons conseils en termes de nutrition, qui sont la base de tout, et après, la supplémentation vient comme un outil. Mais aujourd'hui, elle est dans les médias déformée. Les pharmaciens veulent vous vendre tel produit pour... Non, ça reste un outil parmi un conseil qui est beaucoup plus global. Donc c'est là où c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, clairement pour moi, l'utilisation des compléments alimentaires, par exemple, c'est incontournable pour plein de raisons, dans plein de situations différentes, mais à condition, encore une fois, que ce soit personnalisé, accompagné par un professionnel de santé. Et c'est pas j'ai ça, je veux ça. Non, vous avez un problème. Voilà ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Et effectivement, ça, en supplémentation, sous réserve d'avoir fait une biologie, par exemple, je te donne l'exemple du fer. Ça paraît banal, une cure de fer, mais on ne prend jamais de fer si on n'a pas des réserves en fer qui sont abaissées. Parce que là, prendre du fer alors qu'on n'en a pas besoin, on peut nuire à sa santé. Donc,
voilà, il y a tout le contexte de l'utilisation de ces compléments alimentaires qui est très important. Ils doivent être replacés à ce niveau-là et pas prendre une place de médicaments parce que c'est pas du tout leur rôle. Et les consultations de ce type ne remplacent absolument pas une consultation médicale. Donc du coup, pour toi, un peu le combat qu'on peut voir parfois, allopathie versus naturel, est-ce que c'est vraiment un combat ou est-ce que c'est un faux débat qui est une Pour erreur? moi, c'est une erreur en fait. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Par exemple, si on détectait plus vite l'insulinorésistance, là, il y aurait tout intérêt à être accompagné par un médecin fonctionnel qui connaît les outils en micronutrition pour pouvoir réverser cette situation, parce qu'on peut réverser une insulinorésistance avec une alimentation adaptée, personnalisée, une hygiène de vie adaptée, et effectivement, certains compléments avec certains actifs qui sont étudiés cliniquement pour avoir un effet pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, comment, d'après toi, on pourrait trouver au final cet équilibre un peu entre soigner, soulager et ne pas surmédicaliser parce qu'il y a beaucoup aussi d'automédication aussi qui existe aujourd'hui. Et donc, il y a des choses qu'on peut se procurer assez facilement et sans être éduqué à certains réflexes. Tu vois, ça peut aussi passer par justement des professionnels de santé responsables qui sensibilisent le grand public à tout cela, en fait. Donc heureusement par des messages... un compte comme le tien... Oui, mais par exemple, mais c'est important effectivement de sensibiliser sur le fait que les pilules miracles n'existent pas. Mais effectivement, oui, il y a ça peut avoir un intérêt, mais ça passe par la sensibilisation et que être en bonne santé, c'est vraiment c'est pas quelque chose de passif. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, on est tous confrontés à la sédentarité. Il faut avoir une certaine volonté pour ne pas rester sédentaire. Oui, il faut investir dans sa santé, que ce soit sur le plan mental, monétaire quand on s'achète des compléments. Il faut avoir envie d'être acteur de sa santé. On parle beaucoup aujourd'hui du rôle des pharmaciens comme un des premiers recours de santé, et notamment quand l'accès aux médecins est un peu difficile dans certaines zones. Est-ce que, pour toi, le système il va assez loin dans cette optique-là ? Disons que les pharmacies aujourd'hui, heureusement qu'elles sont là, parce qu'elles sont quand même réparties sur le territoire de manière uniforme, encore aujourd'hui. Il y a des déserts médicaux, mais des pharmacies, il y en a partout. Donc, heureusement, le pharmacien, c'est le seul professionnel de santé qui est accessible à toute heure de la journée, disponible sur tout le territoire et en continu. Donc, effectivement, ça, c'est super. Mais le pharmacien, il est confronté aujourd'hui à une problématique, c'est qu'on lui demande de développer toutes les nouvelles missions, mais pas forcément avec les moyens en face. Donc, on doit continuer le pharmacien aujourd'hui de terrain doit continuer tout ce qu'il faisait déjà avant, qui prend énormément de temps, plus il doit avoir toutes ces nouvelles missions en plus, puisque l'accès aux soins est en train de diminuer avec les problèmes de déserts médicaux. Donc effectivement, c'est compliqué aujourd'hui pour le pharmacien de pouvoir assumer toutes ces tâches, d'autant plus qu'il est soumis à des pressions financières. Aujourd'hui, avec la baisse de la marge de certains médicaments, les charges qui ne cessent d'augmenter, tout ça, c'est hyper compliqué, je pense, aujourd'hui, pour un pharmacien d'officine titulaire, de pouvoir mener toutes ces missions à bien. Est-ce que tu pourrais nous en citer, peut-être des missions ne serait-ce que la vaccination. La vaccination, ça prend quand même énormément de temps. Il y a eu tous les tests antigéniques. Là, on dit, oui, les pharmaciens, vous êtes gavés avec les tests. Mais moi, j'ai vu des titulaires autour de moi qui restaient dans leur pharmacie jusqu'à minuit pour après enregistrer les résultats des tests, qui ont dû trouver des solutions pour pouvoir faire autant de tests que ce qui était nécessaire pour la population. Et aujourd'hui, on vient leur reprocher d'avoir fait ces tests. Donc, je trouve que c'est un peu difficile. Moi, je soutiens à fond les pharmaciens qui ont pris ces missions à cœur, qui ont été dans leur pharmacie, qui ont assumé finalement les changements du jour au lendemain, quoi. Parce que moi, j'ai moins travaillé à cette période-là, mais effectivement, toute la période des masques, les pharmaciens, ils étaient sur la première ligne. Donc, franchement, ils ont joué un rôle hyper important dans la crise sanitaire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, depuis cette crise, leur métier, le métier s'est beaucoup développé avec justement ces nouvelles missions. Il y a un aspect plus clinique aujourd'hui en pharmacie qui est bien, mais encore faut-il qu'il y ait les moyens derrière. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te semble urgent à protéger dans la profession du pharmacien ?
toujours notre diplôme, l'attractivité du métier. Parce que moi, clairement, je vais être très transparente, j'étais pharmacien assistant. Quand j'avais 25 ans, que j'ai eu mon premier emploi, je gagnais, je ne sais plus, à l'époque, 2500 € net par mois. Quand à 32 ans, tu gagnes exactement pareil, tu as eu 6% d'augmentation parce que ça fait 6 ans que tu es là. Franchement, ça m'a aussi un petit peu démotivée et aucune perspective d'évolution. Alors que derrière, je m'étais formée, j'ai passé des DU, je manageais toute une équipe de 15 personnes parce que je travaillais dans une grosse pharmacie et que tu as zéro évolution. Il y a quand même quelques questions à se poser. Donc moi, je pense qu'il y a une grosse question à se poser, surtout pour les pharmaciens titulaires. Dans nos études de pharmacie, on n'apprend pas à faire du management ni des relations humaines. Je pense qu'on devrait développer des cours comme ça pour les personnes qui font la filière officine, parce que manager une équipe, c'est un métier. Voilà, donc c'est important aussi, je pense, de la part des pharmaciens aussi, de peut-être revoir le programme de formation quand on fait la filière officine sur le point de vue management. Voilà. Si on veut aussi que le métier, préserver le monopole, parce que le risque aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que toutes les petites pharmacies soient rachetées par des gros groupes et que finalement, ce soit plus des titulaires et que ce soit, dirigé par des gros groupes et moins humanisé. Donc, moi, je serais pour vraiment maintenir des pharmaciens titulaires qui ont leur officine, mais pour ça nécessite des compétences que peut-être on n'a pas suffisamment apprises. C'est une mini-entreprise qu'on gère, hein. Bien sûr. Ça demande toutes Finalement, les compétences. on apprend des études d'officine, mais quand on devient titulaire, moi, la majeure partie de mes amis qui sont titulaires, ils font de moins en moins de comptoirs, en fait. Ils font plus de la gestion. T'as pas le temps quand t'es entrepreneur. Non, voilà. Oui. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que j'ai pas voulu être titulaire, parce que moi, ce qui me plaisait, c'était le côté scientifique, pharma. Tu vois, ce côté-là de la pharmacie, vraiment la gestion, la négociation avec les labos, les marges, tout ça, ça ne m'intéressait absolument pas. Donc, c'est pour ça peut-être que je n'ai pas pris cette voie. Au final, ça s'est plutôt bien fini pour toi. Oui, non, mais je ne regrette pas. Après, l'inconnu de mon métier, c'est que chaque année, quand elle commence, je ne sais pas du tout ce qui va se passer et comment elle va finir. Donc, jusqu'à présent, ça va. Mais après, j'y crois et puis j'y mets beaucoup de... Mentalement, et j'y mets tout mon cœur aussi. Donc, je pense que quand on est investi dans ces projets, ça marche, entre guillemets. Et même si ça... L'activité, peut-être que c'est vers d'autres projets que j'irai et puis on verra. Mais en tout cas, j'y crois. Ouais, c'est l'essentiel. On va faire un petit jeu. Oui. Je vais te dire des phrases et tu réponds par vrai, faux ou à nuancer. Si tu sens un besoin d'argumenter un petit peu la réponse, n'hésite pas. Il ne faut pas délaisser le médicament sans non plus décrédibiliser le naturel. Vrai. Le Doliprane est le bon réflexe dès qu'on est malade. Faux. Bon, celle-là, je la connaissais, mais je te laisse. Les parents sont perdus face à la santé de leurs enfants aujourd'hui. Vrai, faux. Je dirais que non, vrai, faux. Il y a des parents qui sont quand même bien informés, qui ont les bons réflexes. Les réseaux sociaux permettent d'apporter des réponses en santé que parfois on ne sait pas où trouver. Vrai. Il existe encore beaucoup de préjugés sur les femmes seules avec leurs enfants. Faux. Gagner sa vie sur les réseaux sociaux, c'est facile. Non, faux. L'antibiotique n'est pas automatique. Vrai. Ça, c'est ta phrase signature, ça. Pour finir, du coup, j'aimerais te poser la question signature de santé organisée. Qu'est-ce qu'on devrait changer et adopter dans notre quotidien pour aller mieux ? Que aucune action n'est à minimiser. C'est-à-dire que chaque action compte. Par exemple, tu passes la journée assise, là, à préparer ton podcast. Et toutes les 45 minutes, tu vas te lever et tu vas faire 10 squats pour lutter contre la sédentarité. Non, Oui, mais ça peut paraître rien, 10 squats. Mais en fait, si tu fais ça tous les jours, tout le temps, en fait, ça aura une répercussion positive. Donc, rien n'est à minimiser, dans le sens, chaque petite chose que tu pourras mettre en place, ça pourra améliorer ta santé. Super. Merci beaucoup pour cet échange, Léa. Et merci à vous qui regardez et qui écoutez. Et à bientôt sur Santé Organisée.